Bonjour à tous, une nouvelle chronique en ces temps de confinement, hein, puisque cette première moitié de l'année de 2020, l'Europe et puis une large partie du monde connaissent une situation absolument inédite, celle du confinement liée à l'épidémie du Covid-19, cette pandémie qui était totalement inédite et totalement imprévisible et qui remet en cause un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'habitudes, notamment d'habitudes françaises. Et ce sont des conséquences de cette épidémie dont j'aimerais parler avec vous dans ces chroniques, et plus précisément une conséquence totalement imprévisible, la remise en avant du lavage des mains et de l'hygiène qui de temps en temps a été oubliée dans l'histoire de la population française. Notamment à ce titre, je voudrais juste vous dire une petite anecdote. J'ai reçu de la part de mon proviseur un mail dont je vais vous lire un extrait. J'espère qu'il paraîtra saugrenu dans les prochaines années, tant il me paraît presque ubuesque. Alors je vous lis ce mail. Concernant la vie dans l'établissement et face à cette épidémie, nous apporterons une vigilance toute particulière. Le savon, qui a pu parfois faire défaut dans l'établissement, est régulièrement approvisionné et nous invitons les élèves à en faire bon usage. Alors bien entendu, ce mail a été envoyé peu de temps avant le début du confinement, au début du mois de mars 2020, et effectivement, les toilettes des établissements scolaires sont connues en France pour leur état d'hygiène totalement lamentable. Et ce n'est pas dû à un manque de travail des équipes qui nettoient. Très honnêtement, je trouve qu'elles sont très courageuses, ces toilettes, mais davantage une certaine habitude typiquement française. Mais cette question n'est pas simplement anecdotique, c'est aussi pour moi une forme de Madeleine de Proust, puisque ça me rappelle mes années d'études, notamment mes années de licence de philosophie, où il y avait un cours d'épistémologie. L'épistémologie, c'est cette branche de la philosophie qui s'intéresse à la question de la connaissance, avec certains grands noms. Vous voyez derrière moi le livre de Karl Popper, La logique de la découverte scientifique, et d'autres noms un peu moins connus, juste à côté Karl Hampel, avec éléments d'épistémologie. Et Karl Hampel était un philosophe qu'on nous a demandé de lire en licence. Je me souviens très bien le nom du professeur, M. Balland, et je lui rends hommage à cette occasion. Et pour inaugurer son livre, Karl Hampel prend un cap bien particulier dans l'histoire de la médecine que j'aimerais vous exposer. Alors ce cas n'est pas véritablement... Si, ce cas est quand même extraordinaire. Vous allez voir pour quelles raisons. À la fois c'est extraordinaire et en même temps c'est d'une banalité surprenante, et surtout ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux la manière dont la connaissance scientifique peut se construire lorsqu'elle est face à un problème, et ça peut peut-être pouvoir nous faire écho avec les recherches médicales à l'heure actuelle. Le médecin en question était Ignaz Semmelweis, qui était gynécologue obstétricien à l'hôpital de Vienne entre 1844 et 1848, et qui a dû faire face à une épidémie terrible, qui est celle de la fièvre puerpérale, qui était une fièvre qui s'attaquait aux femmes en couche et qui les tuait au bout de quelques jours. Donc le lien avec le coronavirus peut se faire relativement facilement, mais à cette époque, il y avait quelque chose de supplémentaire. Dans l'hôpital de Vienne, il y avait 2 services d'obstétrique. Et dans les 2 services, il n'y avait pas le même taux de mortalité. Dans l'un des services, il y avait un taux de mortalité en 1844 aux alentours de 10%, et dans le service juste à côté, à peine 1%. Et Semmelweis était incapable d'expliquer les raisons pour lesquelles c'était une telle situation. Et il a mis 4 ans pour découvrir la solution. Et c'est cette solution que j'aimerais voir avec vous parce qu'elle est véritablement très intéressante. Alors quand Semmelweis arriva à la tête du service de gynécologie, il y avait déjà un grand nombre d'explications, certaines totalement farfelues, certaines totalement superstitieuses, certaines rationnelles mais pas véritablement efficaces. Et la première démarche de Semmelweis a été de faire le tri. Et lorsqu'on est un scientifique, faire le tri, ça signifie tester à l'aide d'expérimentation. Et donc Semmelweis décida de prendre en compte toutes les hypothèses qui étaient à sa disposition pour les tester les unes après les autres. Des plus farfelues, il y avait par exemple des théories sur des forces telluriques, c'est-à-dire des forces souterraines qui agissaient et qui permettaient d'expliquer pourquoi certains lits étaient atteints et pas d'autres, etc., etc. Il les testa et il s'est aperçu que ce n'était pas valable comme explication. Il y avait des explications superstitieuses, notamment le prêtre qui officiait auprès des mourantes arrivé dans un service en traversant le couloir entier bordé par les lits des malades
précédé d'un enfant de cœur, et certaines femmes disaient mais voilà l'origine de la fièvre puerpérale, en fait c'était une maladie psychosomatique. Donc Semmelweis a demandé au prêtre de faire le tour, de passer par une petite porte de service et d'éviter de faire peur. Rien n'y fit. Les autorités de l'hôpital étaient tout de même plus rationnelles et n'appréciaient pas beaucoup le fait de suivre ce type d'explication-là. Donc ils ont essayé eux aussi de tester des hypothèses. Par exemple, ils ont travaillé sur le confinement. Alors là, ils ne demandaient pas aux patients de se confiner, mais au contraire, par mesure d'hygiène, ils demandaient d'espacer les lits. Ça ne fonctionnait pas. D'autant plus que la plupart des femmes se battaient presque pour pouvoir accoucher dans l'autre service, là où la mortalité était très très faible, quitte à se retrouver parfois à 2 par lit, et donc à être véritablement dans une promiscuité pas très très hygiénique. Les autorités de l'hôpital ont fait un constat. Il y avait des étudiants en médecine qui examinaient les femmes, peut-être que c'était eux qui blessaient les femmes au cours d'examens maladroits, donc ils ont demandé aux étudiants de cesser de faire ces examens. Rien n'y fit non plus. Et pendant 4 ans, comme ça, Semmelweis essaya de tester toutes les hypothèses qui venaient à son esprit pour pouvoir comprendre les raisons de cette différence de mortalité, au moins entre les deux services, mais pas le moindre progrès. Jusqu'au jour où il eut une idée. Et là, je vais vous demander de vous asseoir, si vous ne l'êtes pas déjà, parce que la solution, vous allez voir, va vous paraître vraiment surprenante. Et pourtant, ce fut à l'origine d'un des progrès les plus spectaculaires de l'histoire de la médecine. Un des collègues de Semmelweis, au cours d'une opération, se coupa avec un scalpel, et ce scalpel avait été utilisé pour pouvoir faire une autopsie. Le collègue de Semmelweis, peu de temps après, mourut dans d'atroces souffrances, et surtout avec des fièvres qui rappelaient énormément les fièvres puerpérales dont étaient victimes les femmes en couche. Et là, Semmelweis a une idée. Il fit enfin un lien qui était pourtant devant ses yeux depuis des années et des années. Les étudiants, les médecins, faisaient des dissections et passaient de la salle d'anatomie à la salle des accouchements sans ne jamais se laver les mains. À tel point que, selon le témoignage même de Semmelweis, il gardait une odeur caractéristique de cadavre sous les ongles, mais pour autant, il ne pensait jamais à se laver les mains. Chose vraiment surprenante. Alors bien entendu, nous aujourd'hui, ça nous paraît évident de se laver les mains, mais il faut savoir qu'à l'époque, 1844, on ne connaissait ni les microbes, ni même le rôle que jouaient les micro-organismes dans la propagation des maladies, notamment des maladies infectieuses. Et donc, pour Semmelweis, cette idée était une hypothèse qu'il mettait au même niveau que les autres hypothèses. Simplement, il décida donc de la tester. Et il demanda à ses collègues, aux étudiants, de se laver les mains dans une solution de chlorure de chaux avant de pratiquer le moindre examen sur les femmes qui étaient en couche et qui attendaient l'examen. Et là, choc, la mortalité chuta d'un seul coup, passant de plus de 10% à moins de 1% en l'espace de quelques jours. Semmelweis avait réussi son pari. Début à l'hôpital de ce qu'on appelle l'asepsie, et tout simplement les mesures d'hygiène à respecter lorsqu'on examine une personne, et plus particulièrement lorsqu'on examine ses muqueuses. Mais il a fallu 4 ans, 4 ans de recherche de la part de tout un service, sans doute très moderne à l'époque, au cœur d'une des civilisations les plus avancées du monde, dont les ancêtres, je ne sais pas si vous connaissez cette petite anecdote, lors des croisades au Moyen-Âge, avaient méprisé les habitants d'Alep en voyant ces citoyens se laver les mains avec ce qu'ils appelaient déjà à l'époque du savon. Pourquoi et comment est-ce qu'il a fallu qu'il y ait un homme, Semmelweis, qui eut cette idée, se laver les mains pour éviter la propagation des maladies infectieuses. La découverte scientifique ne peut pas se passer de cette singularité de l'esprit humain qui est cette capacité à produire des idées et qu'on a beaucoup de mal, tout compte fait, à expliquer, du moins on a beaucoup de mal à expliquer l'origine, comment est-ce qu'une idée peut surgir dans l'esprit alors que jusqu'à présent, rien ne venait. Karl Hempel, dans Éléments d'épistémologie, va utiliser l'exemple de Semmelweis pour pouvoir décrire tous les processus de vérification des hypothèses d'un scientifique et il n'accorde pas beaucoup de place à cette notion d'idée. En revanche, il s'intéresse à tous les préjugés qui, tout compte fait, structurent un esprit et parfois l'handicap pour pouvoir découvrir la vérité. Ainsi, Semmelweis fut très très vite persuadé que l'usage
de cette solution de chlorure de chaux pour désinfecter les mains était nécessaire pour éviter la propagation des maladies. Mais encore, je le répète, à cette époque, on ne connaissait pas les microbes, on ne connaissait pas véritablement le rôle des micro-organismes. Imaginez un seul instant, pour une raison extérieure à l'action de la chlorure de chaux, que le taux de mortalité n'eût pas chuté à ce moment-là. Est-ce que Semmelweis aurait fait le lien entre le lavage des mains et la vie sauve des femmes? Sans doute pas. Et peut-être que la question de l'hygiène dans les hôpitaux aurait pris beaucoup plus de temps encore. En réalité, un scientifique, lorsqu'il est face à un problème, est comme un aveugle dans une pièce, à chercher la porte de sortie, mais sans avoir le moindre indice. Il doit sans cesse tâtonner, tâtonner, tâtonner. Vous voyez où est-ce que je veux en venir, hein? Ce qui peut paraître évident pour nous, après coup, parce que nous avons un savoir constitué et nous comprenons les mécanismes qui font les liens de cause à effet entre telle action et telle conséquence, peut apparaître pour un esprit pourtant brillant, pourtant intelligent, comme quelque chose de fondamentalement difficile à comprendre et encore plus à conceptualiser et encore plus à inventer lorsque personne auparavant n'avait fait ce genre de liaison. Et c'est là que se situe le génie scientifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un scientifique n'est pas simplement quelqu'un qui observe la nature et qui découvre les lois de la nature, ce n'est pas simplement quelqu'un qui met en application un protocole expérimental et qui suit comme cela une méthodologie bien stricte. Un scientifique, du moins ceux qui font des grandes découvertes, c'est aussi quelqu'un qui a une idée. Alors ça me permet de faire le lien avec un autre grand nom de l'histoire de la philosophie, que vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle Emmanuel Kant, et qui a écrit en 1781 la critique de la raison pure. Alors, deux mots sur le titre, la critique de la raison pure, c'est justement ce dont on parle dans cette chronique, c'est-à-dire que nous avons dans notre esprit plusieurs facultés, et une de ces facultés, c'est la raison. Et le rôle principal de la raison, c'est de produire des idées. Et ces idées sont parfois pures, c'est-à-dire elles ne proviennent pas de l'expérience. Parce que notre expérience nous empêche de voir ce qui est nouveau. Toute la critique de la raison pure, hein, c'est un monument de la philosophie qui fait 600 pages, est une critique de la raison pure. C'est-à-dire que Kant va prendre, pas des pincettes, mais va être très très prudent avec l'usage que nous avons l'habitude de faire de ces idées. Mais en ce qui concerne la science, Kant montre toute la fertilité qu'il y a eu à exploiter, à utiliser un certain nombre d'idées. Dans la préface de la seconde édition de la critique de la raison pure, de 1787, c'est très important parce qu'il y a deux préfaces, et la première et la seconde préface ne disent pas exactement la même chose. Ça, tous les étudiants en philosophie, tous les professeurs de philosophie le savent. Kant a écrit un texte qui est extrêmement célèbre et qui, je crois, a été lu par tous les lycéens de terminale, quelle que soit leur section. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce texte et vous en lire quelques extraits. Quand Galilée fit rouler ses sphères sur un plan incliné avec un degré d'accélération dû à la pesanteur déterminée selon sa volonté, il comprit que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans, et qu'elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements, suivant des lois immuables, qu'elle, la raison, doit obliger la nature à répondre à ces questions et ne pas se laisser conduire pour ainsi dire en laisse par elle, car autrement, faites au hasard et sans aucun plan tracé d'avance, nos observations ne se rattacheraient point à une loi nécessaire, chose que la raison demande et dont elle a besoin. Il faut donc que la raison se présente à la nature tenant d'une main ses principes, les principes de la rationalité, qui seuls peuvent donner aux phénomènes concordants entre eux l'autorité de loi scientifique, et de l'autre, l'expérimentation que la raison a imaginée d'après ses propres principes pour être instruite par cette expérimentation, mais aussi par la nature, ça va de soi. Pour être instruite, il est vrai, non pas comme un écolier qui se laisse dire tout ce qui plaît au maître, mais au contraire, comme un juge en fonction qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur pose. Donc voilà, ce texte de Kant, donc je le redis encore une fois, extrêmement célèbre, il est intéressant et on peut revenir dessus pour essayer d'expliquer pourquoi et comment est-ce que tout compte fait. Semmelweis, pendant très très longtemps, est resté devant un mur et n'a jamais réussi à expliquer les raisons pour lesquelles les femmes mouraient. Eh bien c'est tout simplement parce qu'il était comme un écolier
qui se laisse dire ce qui lui plaît, non pas par la nature, là, mais par le cours des choses, par le cours des événements, par les préjugés de tout à chacun. Et c'est bien ça l'erreur principale qui a été faite pendant toutes ces années. Et Semmelweis a trouvé la réponse à partir du moment où tout compte fait, il a eu une idée produite par son esprit, et il a posé des questions événements sous l'angle de cette idée. Et il a posé des questions extrêmement simples. Y a-t-il une corrélation entre examiner des cadavres, faire des dissections, et la mort de femmes que l'on a examinées sans s'être lavé les mains? C'est très très simple, mais c'est là un des progrès les plus fondamentaux de la médecine moderne. Et pour cela, Semmelweis a dû braver, encore une fois, toutes les croyances superstitieuses, mais même l'arrogance de ses collègues qui refusaient de remettre en cause leurs propres pratiques, les longues traditions qu'il y avait jusqu'à présent dans les hôpitaux. Alors ça me rappelle un petit peu aussi les batailles qu'il y a eu. J'ai été délégué de parents d'élèves dans le collège de mes filles, et je me souviens très bien des demandes répétées des parents d'élèves pour pouvoir mettre du savon dans les toilettes, et la direction du collège faisait la sourde oreille. Ils considéraient que c'était de l'argent perdu, de l'argent mis en l'air, parce que les élèves, les collégiens faisaient des batailles d'eau avec le papier toilette, avec le savon, et tout compte fait, c'était ingérable. Et effectivement, c'était pas dans la culture même des collégiens de respecter l'hygiène des toilettes. Mais il y a, comme dans tous les collèges, un conseil d'administration structuré en commission, et il y avait une commission hygiène et santé. Cette commission était boudée par tous les représentants des professeurs, de la direction, des parents d'élèves. Elle ne se réunissait qu'à peine qu'une fois par an pour ne prendre absolument aucune décision. La question de l'hygiène est encore une question qui a été très très longtemps négligée en dehors de l'hôpital, en dehors des soignants. Et l'idée de faire un travail éducatif autour de ces questions d'hygiène, c'était un petit peu comme la bataille de Don Quichotte face à des moulins à vent, c'est-à-dire que non pas que le manque d'hygiène était un ennemi imaginaire, mais que tout le monde disait que c'était un ennemi imaginaire, c'est-à-dire que ce n'était pas si grave que cela, que personne ne se lave les mains. Donc voilà, au final, nous sommes en 2020, il y a une épidémie de coronavirus, et depuis 3 mois, tout le monde se lave 10, 15, 20, 25 fois les mains pour pouvoir se protéger de ce virus. Et c'est peut-être une ruse de la raison pour faire une référence à Hegel, mais tout compte fait, le résultat de cette pandémie, ça va être peut-être un progrès indéniable, et j'espère définitif, de l'hygiène un peu partout en France. Et je voudrais donc remercier Ignaz Semmelweis, 1844, donc il y a plus de 150 ans, qui, le premier, a fait cette découverte fondamentale. Si on ne se lave pas les mains, on va permettre la propagation d'agents infectieux. Dernier petit point, ne jamais oublier que la découverte scientifique ne va jamais au rythme des nouvelles médiatiques qui ne correspondent pas non plus à l'émergence de ces idées qui nous permettent de sortir d'un certain nombre d'impasses. Étonnant, non? Comme dirait Pierre Desproges au cours de la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce, de liker, et puis surtout de vous abonner pour suivre les prochaines chroniques philosophiques. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous remercie, à bientôt.